Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. L'Expo Osaka 2025, le Premier ministre est au Japon, chargé par le Président de la République pour superviser la journée nationale organisée à l'occasion. Un pavillon algérien met en lumière la profondeur civilisationnelle et culturelle de l'Algérie ainsi que ses atouts économiques. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a supervisé aujourd'hui à Kuala Lumpur la signature par l'Algérie du traité d'amitié et de coopération de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, un tournant décisif pour les relations entre l'Algérie et l'ASEAN. En France, le Rassemblement national est aujourd'hui dans le viseur de la justice. Plusieurs de ses figures, dont son président Bardella et son porte-parole, sont aujourd'hui cités dans une affaire qui relance le débat sur les pratiques internes du parti. Nous vous parlerons également de cette prise de conscience. Une entreprise australienne a pris la décision de ne plus importer de phosphate sahraoui. Une décision saluée par les défenseurs du droit international qui dénoncent l'exploitation illégale des ressources sahraouies. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Nadel Arbaoui est à Osaka, au Japon, pour superviser la journée nationale organisée à l'occasion de l'exposition universelle Expo Osaka 2025. Une journée placée sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Le Premier ministre est accompagné du ministre de la Culture et des Arts, Zohair Bellalou, et de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Mdahi. Une participation qui va mettre en lumière la profondeur civilisationnelle et culturelle de l'Algérie, ainsi que ses atouts économiques et les opportunités d'investissement qu'elle offre à travers le pavillon Anwar El Jazair. Un pavillon qui en tout cas capte l'attention. Anwar El Jazair se veut être la vitrine du pays à Osaka en ce moment. L'occasion de valoriser notre savoir-faire, notre artisanat et nos projets de développement. À travers une programmation variée, l'Algérie mise sur la transmission de son identité pour séduire un public venu des quatre coins du monde. Et puis sachez qu'Expo Osaka 2025 est l'une des manifestations les plus importantes au monde, avec plus de 28 millions de visiteurs et participants. Abdelaziz Alim et Badi Amani. À Osaka, au pays du soleil levant, le pavillon de l'Algérie attire chaque jour des milliers de personnes. Pas question pour les visiteurs d'Expo Osaka 2025 de visiter cette exposition universelle sans découvrir l'Algérie, sa culture, ses us et coutumes. Chaque jour, nous recevons plus de 8500 visiteurs. Un programme a d'ailleurs été mis en place pour promouvoir la destination Algérie et faire connaître ses atouts touristiques, culturels et économiques. C'est une occasion pour promouvoir la destination touristique algérienne en plus de son artisanat qui reflète l'identité nationale. Notre mission est de faire connaître l'artisanat algérien à travers les nouvelles technologies, dont la 3D et les plateformes numériques. Les Japonais ainsi que les visiteurs de différentes nationalités manifestent un intérêt particulier pour le pavillon algérien. Beaucoup sont tombés sous le charme de notre diversité culturelle. J'ai adoré les robes traditionnelles algériennes exposées, elles sont trop belles. L'Algérie est un très beau pays, notamment son architecture. Nous sommes tellement contents que nous avons visité le pavillon algérien 2 fois de suite. Ces touristes espèrent que leur 3e visite se fera sur le sol algérien. Expo Osaka 2025 aura en tout cas réussi son pari, celui de susciter la curiosité des visiteurs et leur donner envie de découvrir davantage la richesse culturelle de l'Algérie. Depuis la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a supervisé la signature par l'Algérie du traité d'amitié et de coopération de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Dans son discours, Ahmed Attaf a souligné que cette adhésion renforce les relations entre l'Algérie et l'Asie dans son ensemble. Écoutons cet extrait de sa déclaration.
Ce jour marque un tournant décisif dans les relations entre l'Algérie et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Nous avons l'honneur d'adhérer aujourd'hui à la grande famille des États parties au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est. Une famille qui regroupe tous ceux qui considèrent l'ASEAN comme exemple à suivre et un modèle d'inspiration à travers le monde. L'Algérie s'engage à œuvrer aux côtés de l'ASEAN pour la défense des valeurs de paix, de respect mutuel et de coopération sincère. Elle s'engage également à se solidariser avec l'ASEAN dans le but de renforcer le respect du droit international et en premier lieu les principes consacrés par le traité d'amitié et de coopération. Ahmed Attaf a également participé aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture de la 58e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, qui a vu l'adhésion de l'Algérie au traité d'amitié et de coopération de cette organisation régionale. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, dont le pays assure la présidence tournante de l'ASEAN au titre de l'année 2025. Anwar Ibrahim, que le ministre d'État a rencontré, auquel il a transmis les salutations du président de la République Abdelmadjid Tebboune, ainsi que sa volonté d'œuvrer de concert avec lui pour le renforcement de la coopération entre les deux pays sur le plan bilatéral ou encore dans le cadre du partenariat liant l'Algérie à l'ASEAN. Et pour ce qui est justement de la coopération algéro-mauritanienne, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a coprésidé avec son homologue mauritanien l'ouverture des travaux de la deuxième session de la commission mixte de sécurité qui se tient jusqu'à demain avec la participation des services sécuritaires des deux pays. Il s'agit de discuter des moyens de renforcer la coordination sécuritaire et opérationnelle dans un environnement régional caractérisé par des changements géopolitiques, des conditions sécuritaires instables ainsi que de multiples interventions étrangères. Une réunion qui intervient dans un contexte difficile qui nécessite une coopération renforcée en matière de sécurité ainsi qu'une coordination et une consultation accrue pour garantir la stabilité des deux pays et sécuriser les zones frontalières. Nous vous en parlions en titre en France, c'est l'un des poids lourds de l'extrême droite qui se retrouve dans la tourmente. Le Rassemblement national, longtemps prompt à dénoncer les dysfonctionnements des institutions, se retrouve aujourd'hui dans le viseur de la justice. Alors plusieurs de ces figures, dont son président Bardella et son porte-parole, sont cités dans une affaire qui relance le débat sur les pratiques internes du parti. La correspondance est signée à Rafa Belouchette. Une escouade de la brigade financière débarque au siège de l'ex-Front National. 20 policiers, 2 juges d'instruction, des bureaux passés au peigne fin, des serveurs vidés et des documents saisis. L'ensemble de la comptabilité du premier parti d'extrême droite française est désormais entre les mains de la justice. Des soupçons pèsent sur le financement de campagnes présidentielles, législatives et européennes du Rassemblement national. Des prêts de particuliers possiblement irréguliers, des prestations facturées au prix fort, voire facturées sans exister. Bref, une mécanique électorale que la justice soupçonne d'avoir flirté avec les lignes rouges. Mais pour ce parti d'extrême droite qui n'a eu de cesse de fustiger une justice laxiste, surtout quand elle concerne les autres, voir la loi frapper à sa porte prend soudain des allures de complot. La police est arrivée aujourd'hui et a mis la main sur l'ensemble de nos données, bien évidemment les données financières, l'ensemble des mails, des notes privées, de nos dirigeants. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, le premier parti politique de France n'a plus aucun secret pour le gouvernement. Nos listes de candidats, nos programmes, la manière dont nous souhaitons faire campagne, nos stratégies sont connues du gouvernement. Même tonalité chez Jordan Bardella, héritier direct de Marine Le Pen à la tête de l'ex-Front National. Lui aussi crie au harcèlement politique la veille déjà, alors que son groupe parlementaire européen était visé par une instruction du parquet européen. Je pense que personne n'est dupe de ce type d'opération. Mais cette posture victimaire ne convainc pas tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les moqueries pleuvent et même certains éditorialistes s'en amusent. Tu te moques des règles parce que tu es très arrogant, tu cries à la persécution parce que tu te crois très fort, tu obtiens un Rassemblement national de Jordan Bardella, mélange d'amateurisme et de suffisance. Étonnant, non ? Pendant ce temps, la justice continue son travail. Le parquet européen enquête sur 4,3 millions d'euros de dépenses jugées irrégulières par l'ancien groupe Identitaire et Démocratie. Par ailleurs, prompt à accuser l'Algérie de tous les maux, celui-là même que l'ex-Front National a quitté il y a quelques jours pour fonder un autre sous un nouveau nom. Et puis cette toute dernière mise à jour dans l'affaire Marine Le Pen, sa tentative de suspendre sa peine d'inéligibilité en saisissant la Cour européenne des droits de l'homme a échoué.
Ce mercredi, la juridiction de Strasbourg a rejeté sa demande à l'unanimité des 7 juges chargés du dossier. Selon la Cour européenne, aucun risque imminent de violation irréparable d'un droit fondamental n'a été démontré. Une décision qui laisse intacte pour l'heure la sanction prononcée contre la chef des députés du Rassemblement national. Puis cette prise de conscience, une entreprise australienne, la dernière qui importait encore du phosphate du Sahara occidental, a pris la décision d'en finir avec ce commerce controversé. Une rupture qui fait écho aux revendications des défenseurs du droit international qui, voilà, un pas de plus contre l'exploitation illégale des ressources sahraouies. Ce retrait s'ajoute à d'autres et montre bien que beaucoup refusent de cautionner l'occupation marocaine du Sahara occidental ainsi que la spoliation de son peuple et de ses richesses. Rina Lohari. Après des décennies de controverses, la société australienne Dyno Nobel a officiellement mis un terme à l'importation de phosphate en provenance du Sahara occidental occupé. Une décision saluée par les défenseurs du droit international qui marque la fin d'un commerce illégal avec un territoire exploité sans le consentement de son peuple et en violation des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Pendant des années, 3 entreprises privées australiennes ont été impliquées dans cette filière. Wesfarmers, CSBP, avait cessé ses importations en 2011, Impact Fertilizers en 2013 et Dyno Nobel, dernier acteur encore actif, vient de clore ce chapitre. Ce retrait s'inscrit dans un mouvement international de désengagement face à l'occupation marocaine du Sahara occidental. Depuis l'invasion du territoire en 1975, Rabat exploite sans relâche les ressources naturelles sahraouies. Phosphate, sable, poissons, énergie renouvelable, un pillage organisé dont les bénéfices reviennent exclusivement au Maroc, marginalisant et privant le peuple sahraoui de ses richesses et de ses droits les plus élémentaires. Le phosphate en particulier, utilisé dans la fabrication d'engrais agricoles, a constitué l'un des piliers économiques de cette exploitation illégale. Face à cela, la résistance diplomatique du Front Polisario, représentant légitime du peuple sahraoui, a permis des avancées majeures sur le plan juridique, notamment devant les juridictions européennes. 2 accords commerciaux entre l'UE et le Maroc ont d'ailleurs été annulés du fait de l'inclusion illégale du Sahara occidental, reconnu comme territoire séparé et distinct du Maroc. En 2024, seuls 4 clients dans le monde continuent d'importer du phosphate sahraoui, contre 15 en 2012. Un recul massif qui traduit une prise de conscience grandissante face à l'impunité du Maroc dans les territoires occupés, alors que de plus en plus d'acteurs se retirent d'un commerce entaché d'illégalité, de spoliation et d'injustice. Le Maroc, où la réalité sociale est très tendue, le peuple rencontre beaucoup de difficultés. De nombreuses familles disent ne plus avoir de quoi vivre. Certains Marocains dénoncent même une exclusion sans accès aux services de base, ni perspective d'avenir d'ailleurs, même pour les jeunes diplômés. Des conditions de vie de plus en plus précaires pour un peuple à bout de souffle. Yasmine Massaoudi. Nous sommes à bout. Il ne nous reste plus rien à manger et les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter. Ce cri de détresse traduit à lui seul l'ampleur de la misère dans laquelle vivent de nombreux Marocains qui n'aspirent pourtant qu'à vivre dignement. Salaire insuffisant, inflation, chômage, hausse des charges fiscales, à ce tableau noir viennent s'ajouter les opérations de démolition arbitraire, exacerbant de facto le mal-être social de la population marocaine. Nous n'avons accès ni à l'eau potable ni aux soins. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Nos enfants, pourtant diplômés, se retrouvent sans emploi. Si nous devons quitter notre maison, il est indispensable de nous reloger. Nous ne pouvons pas vivre dans la rue. Depuis que le Maroc s'est engagé dans la voie de la normalisation, le pays semble plongé dans l'abîme. Le peuple marocain, laissé pour compte, se retrouve livré à lui-même dans une détresse croissante. Dans la bande de Gaza, les bombardements de l'armée sioniste continuent de tuer sans relâche. Des centaines de Palestiniens ont perdu la vie en l'espace d'une seule journée dans plusieurs secteurs de l'enclave. Des enfants, des familles entières, parfois dans leurs tentes, sont visés en plein sommeil. Malgré les négociations menées à Doha, aucun cessez-le-feu ne semble en vue. Des agressions qui ne connaissent plus aucune limite. Wissem Abouzaïd et Rina Lohari. Plus de 640 jours se sont écoulés depuis le début de la guerre génocidaire contre Gaza. L'armée sioniste continue de frapper sans distinction, ciblant enfants, civils et habitations.
Les raids aériens s'intensifient, ne laissant derrière eux que ruines, cendres et cris de désolation. Ici, le corps calciné d'une fillette a été retrouvé. Sa mère, ses frères, tous ont péri sous les frappes. Leur tente, ciblée en pleine nuit, n'est plus qu'un amas de cendres. Une famille entière décimée sous les bombardements. Cette femme préparait de quoi nourrir ses enfants lorsque leur tente a été ciblée par une frappe. Où pouvons-nous nous réfugier? Malgré la faim, la pauvreté et les ravages de la guerre, certains enfants de Gaza tentent encore de créer leur propre joie, portés par un souffle d'innocence au milieu de la misère et de la douleur, mais ils ont été ciblés par la sauvagerie sioniste. Non loin de là, dans des abris précaires, 2 personnes lourdement handicapées n'ont pas eu la moindre chance avant d'être fauchées par les bombes, sans pouvoir fuir ni se protéger. Le propriétaire de cette tente était un homme handicapé. Toute la famille a été anéantie. Nous étions dans nos tentes et subitement un missile s'est abattu sur la tente voisine. Elle abritait des enfants. Ils ont tous péri. Les frappes meurtrières ne s'arrêtent pas. Cette fois-ci, c'est près du complexe médical El Shifa qu'une voiture civile a été ciblée par l'aviation de l'occupation. À l'intérieur, les corps des victimes ont été consumés par les flammes. Méprisant les droits de l'homme et foulant aux pieds le droit international, la machine de guerre sioniste n'a plus de ligne rouge, ravageant tout ce qui se trouve sur son passage en toute impunité, sans épargner aucune vie innocente. Passons à présent à ce communiqué de l'armée nationale populaire. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté 7 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus pour contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 42 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 16 quintaux et 45 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 8,67 kg de cocaïne et d'importantes quantités de comprimés psychotropes s'élevant à 1 783 279 comprimés ont été saisis lors d'opérations menées à travers les régions militaires. À Tamanrasset, Bordbadji Mortar et Insalah, des détachements de l'ANP ont arrêté 573 individus et saisi 51 véhicules, 231 groupes électrogènes, 138 marteaux-piqueurs ainsi que des quantités de mélanges d'or brut et de pierres, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 42 autres individus ont été arrêtés et un pistolet semi-automatique, 17 fusils de chasse, ainsi que 48 800 litres de carburant, 20 quintaux de tabac et 22 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisis lors de différentes opérations. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 486 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 218 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Un réseau criminel organisé et spécialisé dans le trafic international de véhicules a été démantelé par les services de police d'Oran. Une information de la direction de la sûreté de Wilaya. La cellule de communication et des relations publiques a précisé dans un communiqué que dans le cadre de la lutte contre le crime organisé transfrontalier, en particulier les atteintes à l'économie nationale, le service régional de lutte contre le crime organisé à Oran a réussi à démanteler un réseau criminel international, un réseau qui faisait entrer des véhicules sur le territoire national depuis la Libye en usant de moyens frauduleux, notamment par la falsification de numéros de châssis et des documents administratifs. Ces véhicules étaient ensuite immatriculés dans plusieurs communes à travers différentes wilayas du pays, puis revendus dans d'autres wilayas pour tromper les services de sécurité. À l'issue d'une enquête approfondie menée sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de Flausen, l'opération a permis le démantèlement complet du réseau, l'arrestation de 5 individus et la récupération de 8 véhicules de différentes marques présentant des falsifications au niveau de leur châssis et documents administratifs. 2 de ces véhicules étaient utilisés dans les activités criminelles du groupe. Alors, divers outils techniques employés pour commettre les fraudes ont également été saisis. Une procédure judiciaire a été engagée et les suspects ont été présentés devant le parquet compétent pour répondre des chefs d'inculpation
suivants, à savoir constitution d'un groupe criminel organisé, trafic international de véhicules, blanchiment d'argent, faux et usage de faux concernant les châssis et documents des véhicules, vente, achat et immatriculation en Algérie des moyens de transport d'origine étrangère, sans accomplissement préalable des formalités douanières ainsi que complicité et récidive. À Skikda, où des jeunes venus de 15 wilayas du pays ont participé au championnat de robotique et d'intelligence artificielle, un événement qui a rassemblé des centaines de passionnés de programmation et de robots autonomes bien décidés à montrer ce dont ils sont capables. Pour les meilleurs, l'aventure continue à Singapour où se tiendra les prochaines Olympiades mondiales. Mohamed Stambouli et Malika Belal. La 7e édition du championnat national de robotique et d'intelligence artificielle organisée dans la wilaya de Skikda a réuni plus de 200 participants parmi des clubs et associations venant de 15 wilayas. Ces jeunes férus de la programmation automatique et du montage de robots se distinguent déjà par une remarquable capacité d'innovation digne des plus grands. J'ai participé à plusieurs compétitions nationales et internationales dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle, dont 5 compétitions nationales où j'ai remporté les premières place à 3 reprises. J'ai également représenté l'Algérie lors de la compétition arabe de robotique et d'intelligence artificielle qui s'est tenue au Qatar en 2023, où j'ai reçu le prix du jeune ingénieur. L'intelligence artificielle comprend 2 éléments essentiels, la programmation et le mouvement. En l'exploitant, nous pouvons développer des fonctionnalités dans le domaine de la domotique. La compétition nationale a été marquée par une forte rivalité entre les différentes équipes dans plusieurs spécialités, notamment la lutte entre robots, le suivi de lignes ainsi que les missions spéciales. Ce championnat de robotique et d'intelligence artificielle est qualificatif pour les Olympiades qui se dérouleront à Singapour. Nous avons des coachs et des arbitres internationaux qui participent à cette compétition. Cette compétition a regroupé de véritables talents. Nous leur souhaitons beaucoup de succès. Les lauréats de ce concours participeront aux Olympiades mondiales qui auront lieu à Singapour. Tandis que certains tentent de décrocher des places pour les prochaines Olympiades mondiales, d'autres découvrent justement cette discipline pour la première fois, mais dans un tout autre cadre. À Béjaïa, à Bni Ksila, une centaine d'enfants venus d'Al-Oued profitent de quelques jours en bord de mer. Les activités sont diverses et variées, certaines sont même éducatives, puisque des enfants sont initiés à la robotique. De quoi s'amuser après une année scolaire bien remplie. Yasmine Messaoudi. C'est dans une ambiance joyeuse et pleine d'enthousiasme que ces enfants venus d'Al-Oued prennent la route de Bni Ksila pour y passer quelques jours de vacances. Nous sommes venus ici à Bni Ksila pour profiter de ces belles plages. Nous nous amusons beaucoup et nous mangeons très bien. Les jeunes vacanciers profitent pleinement de leur séjour en bord de mer, entre baignades rafraîchissantes et activités sportives sur le sable. Après une année scolaire, ça fait du bien d'être ici. Bni Ksila est un très bel endroit. Nous nous amusons beaucoup, nous faisons beaucoup d'activités sur la plage. Ce camp est conçu pour cultiver l'attachement à la nation et ancrer chez les plus jeunes les valeurs religieuses et éducatives. Le camp accueille 150 enfants venus de la wilaya d'Al-Oued. Sur place, une équipe d'animation assure le suivi quotidien, appuyée par une présence médicale permanente. Le programme s'articule autour d'activités scientifiques innovantes telles que la robotique et l'astronomie, ou encore le soroban. À cela s'ajoutent des ateliers artistiques, sportifs et des chants collectifs à visée éducative. Les petits vacanciers venus du Grand Sud algérien bénéficient d'un séjour mêlant découvertes, détente et apprentissage. Une pause bien méritée après une longue année scolaire. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Puis je vous retrouve très vite.